Cet atelier sur le travail du sol avait pour support l'essai travail du sol de longue durée de Boigneville. Donc un essai de longue durée qui a été mis en place en 1970 et qui permet de comparer différents modes de travail du sol, donc du labour, du travail superficiel et du semi-direct. On a 4 grandes rotations mises en place sur ces sols. Donc une rotation maïs-blé qui existe depuis le départ en 1970. Donc c'est maïs-grain-blé en système céréalier. On a également une rotation betterave, blé, pois, orge de printemps. Alors le pois a été remplacé récemment par de la févrole d'hiver. Et on a également 2 monocultures qui ont été cultivées. Une qui a été arrêtée, c'était de la monoculture de maïs, arrêtée en 1994. Et il existe encore une monoculture de blé. Alors le but des essais, c'est de connaître la faisabilité d'une technique ou de plusieurs techniques de travail du sol. Faisabilité en termes de mise en place de la culture, de résultats techniques, et de voir donc les conséquences annexes à la production sur la protection des cultures et surtout sur le sol. Par exemple les matières organiques ou l'activité biologique comme les vers de terre. On teste différents degrés de réduction du travail du sol et on voit en gros quand ça craque. Plus on va réduire le travail du sol, plus on va pouvoir réduire le temps de travail. Donc c'est source d'économie en fuel, en temps de travail et puis également en charge de mécanisation. Donc théoriquement le travail du sol sans labour est plutôt favorable au niveau économique. Après, on se rend compte qu'il y a quand même différents types de simplification du travail du sol. C'est-à-dire que les itinéraires sans labour, ils sont très diversifiés. Il y en a où il n'y a plus du tout de travail du sol, comme le semi-direct. Il y en a d'autres où il y a encore beaucoup de passages. Donc il y a quand même des subtilités assez importantes à garder en tête. C'est-à-dire qu'on a des écarts parmi les techniques sans labour. Et puis d'autre part, au niveau du parc matériel, qui contribue beaucoup par le volume de matériel acheté aux charges de mécanisation, on a également des configurations différentes. On peut garder du matériel existant et supprimer le labour, au moins en partie, sur une partie de l'assolement, sans grande difficulté. Et pour quelqu'un qui voudrait avoir une meilleure qualité de travail et pouvoir réduire le travail du sol de manière plus importante, avec des répercussions économiques ou sur le temps de travail, eh bien, il faut acheter du matériel plus performant, plus adapté au non-labour. Alors il y a toute une série de matériels divers et variés de semis, des semoirs à disques avec des pressions sur les disques importantes, des semoirs à dents, du semis à la volée qui permettent d'avoir de bonnes qualités de semis en présence de débris végétaux. Et concernant le matériel de déchômage, on a également des outils performants qui travaillent superficiellement et qui permettent de bien gérer les pailles. Après, bon, c'est une question d'investissement et de choix sur ce qu'on veut faire. Le travail du sol peut avoir un impact sur la protection des cultures et dans certains cas, il peut favoriser certaines maladies, certains ravageurs ou certaines adventices, mais c'est loin d'être un cas universel. Il y a des fois l'inverse. En réduisant le travail du sol, on réduit aussi la pression de certaines maladies comme le pied inverse, mais c'est toujours une interaction entre le type de culture ou de rotation et le travail du sol. Pour prendre un exemple, le non-labour favorise les fusarioses, mais uniquement sur un blé précédent maïs ou sorgho. Et ce ne sera pas forcément vrai sur d'autres précédents comme le colza ou le blé ou la betterave. On sait également que réduire le travail du sol, notamment en abandonnant le labour, peut favoriser certaines mauvaises herbes, notamment des graminées, mais ce sera variable selon le type de culture et de rotation de culture. Si on a des rotations très courtes avec uniquement des cultures d'automne, typiquement une monoculture de blé ou une rotation colza-blé orge d'hiver, on va favoriser assez fréquemment en non-labour le développement d'adventices comme du brome ou du vulpin ou du régras. Par contre, avec une meilleure alternance culture d'automne, culture de printemps, c'est un phénomène qu'on peut observer mais qui sera quand même atténué. On voit pas mal de conséquences du travail du sol sur les caractéristiques du sol. Alors elles sont de 3 ordres. D'un point de vue physique déjà, il y a des modifications de la porosité. La quantité de porosité est plutôt réduite quand on travaille moins un sol, mais on a surtout un type de porosité qui est complètement différent, avec une porosité moindre d'origine mécanique, ce qui fait qu'on baisse le volume global de porosité. Par contre, on a une porosité d'origine climatique, c'est-à-dire liée aux fissures du travail des argiles quand le sol sèche, et également une porosité d'origine biologique, qui correspond aux anciens passages de racines ou de galeries vers de terre, qui fait qu'on a une structure totalement différente. Avec des conséquences, donc un sol qui est moins travaillé, donc plus fragile, il faut être plus vigilant sur le tassement du sol, et cette structure qui est organisée différemment est plus fonctionnelle et donc est plus favorable par exemple à l'infiltration de l'eau, à des flux préférentiels plus rapides vers la profondeur,
ce qui peut avoir des conséquences positives pour évacuer l'eau en excès, mais qui peut également entraîner plus facilement certains polluants, comme on a pu le voir dans des essais en sol drainé. Le travail du sol a également des conséquences sur les paramètres chimiques du sol. On va notamment avoir une absence de retournement du sol et de mélange des horizons qui va conduire à un gradient qui va se créer de la surface vers les anciens fonds de labour, alors que le labour, au contraire, homogénéise beaucoup d'éléments. Alors ces éléments, ça peut être la matière organique, les éléments minéraux comme le P ou le K, donc phosphore ou potasse, et puis également le pH qui a tendance à être plus bas en surface par rapport à un labour qui homogénéisera un petit peu plus. Alors une des conséquences de la matière organique plus importante en surface, par exemple, c'est que les sols vont mieux résister à l'abattance, au ruissellement ou à l'érosion. Le travail du sol réduit permet en général à l'activité biologique d'être un peu plus importante, par exemple avec une augmentation de la quantité de vers de terre. On a également des impacts sur l'activité microbiologique. Ce n'est pas tant la quantité de ces micro-organismes qui va augmenter, mais c'est plutôt leur répartition qui va être différente, avec notamment une concentration en surface. Les micro-organismes vont se concentrer là où il y a des sources de nourriture. En général, quand on modifie certaines caractéristiques du sol, ça va avoir un impact direct sur l'environnement. Donc ça, c'est quand même un élément positif. Dans les situations où on a du ruissellement et de l'érosion, le non-labour a tendance, par la concentration de matière organique en surface, par la présence de paille en surface, à réduire le ruissellement et l'érosion. Donc ça, c'est un élément positif pour préserver la qualité des sols à long terme, parce qu'on peut dégrader des sols par ce biais-là, mais ça va également limiter tous les transferts de polluants par l'eau. Une erreur à ne pas commettre, c'est de dégrader fortement la structure du sol avec des récoltes en très mauvaises conditions. Alors on sait que c'est toujours plus facile à dire, à donner des conseils qu'à faire, mais globalement, dans des sols fragiles, si on a un tassement extrêmement important, ça peut remettre en cause la réussite du non-labour, ou en tout cas de la réduction du travail du sol dans certaines parcelles. Et donc il faut savoir anticiper, par exemple sur des dates de récolte, des choix de pneumatiques, pour essayer de préserver la structure du sol. Alors en fait, sur l'essai de Boigneville, au niveau des rendements, on arrive à garder des niveaux sensiblement équivalents, toutes cultures confondues, quel que soit le degré de simplification. Alors il y a toujours des petites exceptions, il y a des cultures qui supportent moins bien la simplification, comme les pois, mais on a aussi des gains de rendement, par exemple sur des blés, donc l'un dans l'autre, on arrive à peu près à une stabilité. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les conclusions qu'on tire sur Boigneville ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut tirer sur d'autres types de sols, par exemple des limons battants, hydromorphes, s'avèrent globalement plus délicat à conduire sans labour. Et donc c'est-à-dire que la simplification, on y mettra une limite vraiment très lointaine sur Boigneville, dans ce genre de milieu, mais par contre on pourra préconiser de garder un minimum de travail dans des sols hydromorphes. Ce n'est pas un discours universel qu'il faut préconiser.